السلام عليكم. سعيد باللقاء معكم اليوم. غادي نقتسم معكم تجربة شخصية في لي زيكسبوزي. Donc, l'exposé TIJ comme un exemple pour les gens qui préparent leur TPE, par exemple, en classe préparatoire, et aussi pour les gens qui préparent un mémoire ou bien un exposé dans un centre de formation. D'accord, donc cet exposé revient à un travail commun avec un collègue qui s'appelle Aboubakr Lioubi, donc il est actuellement professeur agrégé, et aussi sous la direction du professeur agrégé El Halkouj. Voilà, donc le haut-parleur, il est basé, le haut-parleur électrodynamique, il est basé essentiellement sur le phénomène de l'induction et surtout la force de la place. Donc, elle figure dans le programme de classe préparatoire, mais aussi peut-être un exemple, peut-être étudié comme un exemple ou exercice pour les gens qui sont actuellement à la fac. Donc voilà, donc ça va être un exemple pour les gens à suivre pour faire un exposé et aussi pour préparation de TPE. Je signale qu'un haut-parleur, donc c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie courante, donc ça fait partie de notre quotidien, donc peut-être utilisé comme un sujet pour le thème actuel de la société, donc tout ce qui touche la société. Le plan de cet exposé est le suivant. Donc, on va faire une introduction. Donc, on va parler sur des généralités sur les haut-parleurs. En grand 2, on va faire une étude électromécanique et on va avoir, à travers cette étude, des équations mécaniques et électriques. À la fin, on va faire une étude énergétique pour si vous voulez avoir une meilleure rendement du haut-parleur. Et on va clôturer à la fin. Mais avant de commencer, donc, on va faire quelques simulations dans l'induction afin d'avoir une idée assez claire sur le phénomène étudié. Donc voilà donc le mouvement de cet aimant-là, d'accord? Donc un aimant, c'est une source d'un champ d'induction magnétique. Donc cet mouvement va créer un courant. Vous voyez que le sens de courant dépend du sens du mouvement de l'aimant, tout simplement. Donc ça, c'est de l'induction électromagnétique. D'accord? Donc ce mouvement va donner lieu à un courant. Et suivant le sens du déplacement de l'aimant, on va avoir ou bien un courant dans un sens ou bien dans l'autre. Un autre exemple, voilà une bobine. Donc j'ai un générateur de courant et j'ai une bobine où j'en ai un galvanomètre. D'accord? Donc une fois je ferme le circuit, donc il y a un courant qui va circuler ici, donc qui va donner naissance à un champ magnétique. Et comme vous voyez, donc le déplacement de cette bobine va donner naissance à un courant dans l'autre bobine, même s'il est dépourvu de générateur. On a absence de générateur, malgré ça, on constate, parce que le galvanomètre est très sensible au courant, donc il constate la naissance d'un courant électrique. Ça, c'est un deuxième exemple d'induction. Un troisième exemple ici, donc j'en ai un générateur variable. Et cette fois-ci, sans déplacer la bobine, je vais avoir naissance d'un courant de l'autre sens. D'accord? Je refais l'expérience. Donc voilà. Parce que c'est un courant variable. Un courant variable va donner naissance à un champ magnétique variable.
par influence mutuelle, d'accord, sur l'autre bobine, on va avoir la création d'un courant dans l'autre bobine. Voilà un troisième exemple. Donc, c'est l'opérateur avec un aimant, d'accord? Et aussi, j'en ai une bobine où il n'y a pas de... Il y a un galvanomètre tout simplement. Donc, je commence. Voilà. Donc, comme vous voyez, donc, en faisant déplacer l'aimant vers la bobine, on a création d'un courant. On a création d'un courant. Euh, En revenant, on va avoir un courant dans l'autre sens. Tous ces exemples-là donc, constituent un phénomène qui s'appelle l'induction électromagnétique. Voilà, après avoir vu ces simulations-là qui montrent, si vous voulez, un phénomène essentiel qui est l'induction. Il s'agit effectivement de la création d'une tension, soit par variation du champ magnétique, soit par variation ou bien par modification du circuit donc, qui est représenté par l'aimant. Donc il s'agit en fait de variation du flux. D'accord. Donc on va passer maintenant au vif du sujet. Donc à l'intérieur d'une voiture, dans une salle de cinéma, sur le quai de la gare, partout, d'accord, on trouve les haut-parleurs. Donc ça, ce sont des instruments qui sont, si vous voulez, devient essentiel dans notre vie. D'accord. Alors on pose la question comment ils fonctionnent ces haut-parleurs et qui est si vous voulez, le phénomène qui est caché derrière. On commence par des généralités sur les haut-parleurs. Donc voilà, je vous donne un historique sur si vous voulez, les fondateurs, les gens les premiers qui ont donné naissance aux haut-parleurs. De toute façon, je vais vous lister le document. Je vais vous partager ce document avec vous pour plus d'informations. D'accord, donc voilà, donc ça c'est un peu d'histoire. Et voilà, donc je vous représente les premiers haut-parleurs qui sont utilisés auparavant. En fait, il y a plusieurs types, il y a d'autres types d'haut-parleurs que l'haut-parleur électrodynamique. Donc, comme vous voyez ici, donc, nous avons un haut-parleur à ruban, d'accord. Voilà, nous avons aussi haut-parleur ionique, d'accord. Et nous avons, donc il y a différents types, d'accord, que je vais signaler dans cette introduction. D'accord, aussi nous avons le haut-parleur électrostatique. D'accord, je vous laisse quand même, je vous laisse lire le document. D'accord. Donc, de toute façon, il y a d'autres types qu'on utilise aussi, qui existent sur le haut-parleur. Mais notre objectif, nous, c'est étudier le haut-parleur électrodynamique. Voilà, il y en a aussi ce qu'on appelle le haut-parleur piézoélectrique. Donc, le principe ici, il est assez simple. Il suffit d'exercer une force. Si on exerce une force sur cette plaque, cette force va être traduite par la création. Il va donner naissance à une tension. Donc, la force, ce qui se traduit par un son, par le son, si vous voulez, d'accord. Voilà, les haut-parleurs, c'est les haut-parleurs coaxiaux.
Voilà, et pour aboutir à enfin au haut-parleur électrodynamique. Électrodynamique, ça veut dire nous avons quelque chose de mécanique avec quelque chose d'électrique. D'où le phénomène de l'induction. Donc je vous laisse admirer donc les constituants du haut-parleur. Nous avons un noyau, un aimant, d'accord. Nous avons une membrane. Nous avons ce qu'on appelle un speeder ici, d'accord. Nous avons une plaque de champ. Donc par la suite, on verra le rôle de chacun de ces constituants. Donc nous avons quoi? Nous avons en fait un circuit magnétique qui est formé par l'aimant ferrite circulaire. Ah, c'est ça. Donc c'est un circuit magnétique de la pièce polaire en arrière, ici. Du noyau central C, là, et de la pièce avant D. D'accord? La bobine mobile, nous avons un circuit qui est mobile, donc nous avons un circuit fixe et un circuit mobile. La bobine mobile F de la membrane conique G sont suspendues par les suspensions IG de telle sorte que cette bobine est centrée dans le fer sans le toucher. Donc on va voir ici un mouvement comme ça. Donc nous avons un circuit fixe et un circuit qui va faire un mouvement. D'où le phénomène de l'induction, vous savez ça, d'accord? Le courant électrique venant de l'amplificateur va traverser la bobine mobile et sous l'action du champ magnétique. Quand nous avons un champ, nous avons un courant et nous avons un champ magnétique, d'où on va avoir une force de la place. Va pousser en avant la membrane ou la retirer. Donc on va avoir un va-et-vient, d'accord, ce qui va se traduire par transformation d'un signal électrique à quelque chose de mécanique. Donc ce qui va induire la création d'un son. Voilà, donc en fait, c'est une conversion mécanique, électrique vers quelque chose de mécanique. Donc, cette va-et-vient va donner naissance à une variation de pression, ce qui va se traduire par la création d'un son. Et ce son-là va être fidèle au mouvement, si vous voulez, le mouvement qui a été créé par la tension variable. Ce que nous vient de dire. Donc, c'est un transducteur électromagnétique. Transducteur, ça veut dire c'est un convertisseur. Il va convertir un signal électrique à un signal mécanique. Donc, c'est l'inverse du micro. Donc, le micro, donc c'est l'inverse. Donc, il va transformer le mouvement ici, ça veut dire la pression, ça veut dire l'onde sonore, il va être transformé en un signal électrique via un microphone. Voilà, on passe maintenant à l'étude, si vous voulez, l'étude théorique. Donc, on vient de dire qu'on va avoir une force de la place. Donc là, comme nous avons un champ magnétique créé par l'entrofer, et dans la bobine, on a un courant qui va circuler, dans l'origine, la tension à ses bords. Comme ça, on va avoir une force de la place. Donc si on fait le produit vectoriel I fois L au θ, vectoriel ER, on va avoir EZ, moins EZ.
D'accord? On va voir le sens ici, donc ça va être moins IL BLEZ. Puisque puisque nous avons ici un speeder, nous avons ici une force de rappel, d'accord? Une force de rappel dont la forme ça va être moins K fois Z EZ. Donc, une fois le membrane est soumis à la force de la place, il va être rappelé par cette force-là, une force de rappel. C'est comme un ressort. En plus, nous avons une force de frottement, puisque le haut-parleur se trouve en contact avec l'air. Donc, on va avoir une force de frottement sous cette forme. Moins H fois V. En appliquant le PFD, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique, on va avoir cette équation-là, par projection, bien sûr, sur l'axe OZ. Étude électrique. Donc, nous avons quoi? Nous avons un champ magnétique fixe où nous avons une bobine qui est en mouvement. D'où on va avoir une force électromotrice induite sous cette forme-là. E spire est égal à donc la somme de la force électromotrice qui n'est autre que V vectoriel P. V, c'est la vitesse de la spire. Scalaire taux dl, ça veut dire dl ici. D'accord? En faisant le calcul, on va avoir ça. Taux, donc puisque c'est tangente, donc ça va être selon Oθ. EZ vectoriel ER, ça va être aussi Eθ. Donc je vais avoir tout simplement V BDL. Ça c'est pour une seule spire. Mais on sait que nous avons donc nous avons une spire. Donc il faut multiplier, et qu'ils sont bien sûr en série, donc il faut multiplier par n. D'où je vais avoir cette forme-là. Voilà, E est égal à VB dl. On va poser que L, N fois de PA, ce n'est autre que le périmètre, la longueur, si vous voulez, la longueur du spire. Avec le PA, c'est uniquement le périmètre d'une seule spire. Voilà, donc l'équation électrique, ça se traduit par la loi d'Ohm. On va modéliser la force électromotrice par ça, d'accord? Force électromotrice induite par ça. Et on va avoir cette représentation du circuit. Donc, d'après la loi de May, nous avons quoi? Nous avons E est égal à, donc voilà, je vais faire comme ça. Comme ça. Nous avons E est égal à, donc E ici, E, c'est quoi? Il faut tourner comme ça. Donc si je tourne comme ça, je vais avoir, avec le courant, on va circuler comme ça. Donc je vais avoir moins E plus L ds sur dt, donc ici une bobine d'induction, et ici nous avons une résistance. D'où je vais avoir cette forme. Moins E, ce n'est autre que BL fois B. Donc ça, c'est l'équation électrique. Donc, au total, nous avons une relation mécanique, une équation mécanique et une équation électrique. Donc, on voit qu'elles sont couplées. D'accord? La vitesse ici et là. Nous avons le courant ici et là. Donc, c'est un système d'équations différentielles couplées. D'où il faut, pour résoudre ce système-là, il faut penser à utiliser la notation complexe. La notation complexe va simplifier la tâche puisqu'il va transformer une équation différentielle à une équation algébrique. La dérivée sera remplacée tout simplement par E oméga.
Donc on va avoir ça. On sait qu'on va, à la fin du compte, on va avoir un régime sinusoïdal forcé. Donc ça veut dire je peux transformer ces équations-là à celle-là avec V bar et I bar, ce n'est autre que l'amplitude complexe. Ça c'est de la tension, ça c'est du courant. Voilà. Je vais factoriser pour simplifier. Donc c'est un système d'équation facile. Soit j'utilise delta, soit je calcule par exemple ici V, je le remplace dans l'autre et je trouve ce résultat-là. Ça c'est l'amplitude complexe du courant, ça c'est l'amplitude complexe du vitesse. D'accord? Ça c'est vitesse. Voilà. Donc, on peut trouver, si vous voulez, l'impédance complexe. L'impédance complexe, ça fait tout simplement O bar sur E bar. En faisant le calcul, on va avoir ça. Donc, on voit que nous avons ici l'impédance déjà vue en électrocinétique, plus une nouvelle partie là. Ça s'appelle impédance motionnelle. Donc, c'est une impédance qui relie des grandeurs électriques comme le champ magnétique et des grandeurs mécaniques comme K et H. D'accord? Ça, c'est la raideur, ça, c'est le coefficient de frottement. Oméga, c'est la pulsation, ça, c'est la masse. Donc, c'est la raison pour laquelle on va appeler impédance motionnelle. En traçant le module de Z en fonction de la fréquence, on va trouver cette forme-là. Donc on voit bien qu'il va avoir un phénomène de résonance à la fréquence F0. Pour les faibles fréquences, donc, nous avons un comportement résistif. Donc le circuit, ça sera comme une résistance. D'accord? Aux fréquences élevées, donc nous avons ce terme-là qui va devient important. Devient important. L'impédance, on va avoir quelque chose d'induction, donc inductif. L'impédance serait inductif. On remarque un phénomène, bien sûr, de résonance aiguë, centré sur la fréquence de résonance. Donc, pour une fréquence donnée, on va avoir une meilleure performance du haut-parleur. Voilà, on peut faire une analogie aussi mécanique, électrique mécanique. On va définir une grandeur qui s'appelle impédance mécanique. On sait bien que la tension électrique est conjuguée avec la force. C'est comme la force en mécanique. L'intensité, ça va être, si vous voulez, son analogue, c'est la vitesse. On vient de définir l'impédance électrique par U sur U, donc on peut définir, si vous voulez, l'impédance mécanique par F sur V. D'accord? Donc j'ai le courant, on a déjà le courant, il suffit de multiplier, voilà, le courant ici, nous avons le courant. Donc il suffit de multiplier par B fois L pour trouver la force de la place. Donc la force de la place, donc c'est la force qui est bien sûr qui existe ici, d'accord? Je divise par la vitesse et je trouve une impédance, ça veut dire c'est l'équivalent électrique, l'impédance complexe de l'équipage mobile. C'est ça l'impédance. C'est quelque chose qui est mécanique en fait. Maintenant, le bilan d'énergie. Nous avons les équations mécaniques et électriques. Il suffit de multiplier par la vitesse fois dt pour trouver l'énergie ici, partout. Et il suffit de multiplier par I dt pour trouver l'énergie mécanique.
Donc on va faire ça, on va avoir cette forme. On peut réécrire ça. Ça c'est quoi? dt va être simplifié dt. Donc ça va être la dérivée de l'énergie cinétique. Et ça va être lorsqu'elle va ça va être, si vous voulez, l'énergie élastique, l'énergie potentielle élastique. Pour celui-là, ça va être ça va être le travail de la force de frottement. Et celle-là, ça va être le travail de la force de la place. Voilà, ce premier terme, c'est le travail reçu pendant dt par la bobine qui bouge. D'accord? Ça va être quoi? Ce travail-là va être transformé à une énergie mécanique. D'accord? Une énergie mécanique, ça c'est l'énergie mécanique. Mais il y a une partie qui va être dissipée, si vous voulez, par la force de frottement. Voilà, l'énergie mécanique qui va être stockée dans la bobine, et ça c'est... Voilà, bilan d'énergie mécanique. Donc le travail fourni pendant dt par la membrane à l'air, donc sous la forme de force de frottement, et celui-là. Cette équation constitue ce qu'on appelle un bilan d'énergie mécanique. Si on regarde maintenant, voilà, ça c'est l'énergie, ça c'est le bilan d'énergie mécanique. On va faire de même pour le cas électrique. Donc on va prendre cette équation-là, on va multiplier par I dt et on va avoir aussi, ça c'est en fait l'énergie électromécanique dans la bobine. Ça c'est l'énergie dissipée par F joule, qui sera perdue par F joule. Et on va avoir ici la force induite. Ça c'est l'énergie absorbée pendant dt sous forme de force électromagnétique induite. D'où vient cette énergie? D'où vient de ça? Donc vient de l'énergie électrique, si vous voulez, qui a été arrivée à votre parle. Donc on va essayer, donc regardez, donc nous avons deux équations, on peut éliminer de part et d'autre ces deux, nous avons ce terme-là, en électrique, donc si je remplace E dt par sa forme, je vais avoir ça. Donc on a ce terme-là, donc on peut éliminer ces deux termes. On va voir ça. Il suffit de faire la somme. Faites la somme, donc ce terme-là va disparaître. Et c'est ce terme-là justement qui constitue le couplage électrique-mécanique. Donc au total, je vais avoir, ça c'est la puissance instantanée fournie par le générateur. Donc, c'est quoi? Ça va être une énergie qui est dissipée par F joule, plus une énergie électrique et mécanique. D'accord? Ça, c'est dans la bobine, ça, c'est l'énergie mécanique stockée. Et je vais avoir ce terme-là qu'on va voir, si vous voulez, par la suite, son rôle. Donc, la puissance instantanée fournie par le générateur sert à faire varier l'énergie totale du système, c'est-à-dire va être stockée sous forme mécanique, cinétique et élastique, aussi à compenser les pertes dues aux phénomènes dissipatifs comme les joules par exemple, et à fournir de la puissance sonore. Donc c'est ça la puissance, c'est ça, si vous voulez, le terme qui va traduire. En valeur moyenne, si je regarde la valeur moyenne, je vais avoir ce terme-là en moyenne est nul, parce qu'il varie d'une manière périodique. Donc, en valeur moyenne, ce terme-là va être nul. Donc, je vais avoir la valeur moyenne de ça est égale à la valeur moyenne de l'énergie dissipée par F joule plus
la valeur moyenne de la puissance acoustique. En valeur moyenne, la puissance fournie par le générateur sert à produire du son et à compenser la dissipation par effet Joule. J'ai le droit maintenant de voir le rendement. Je donne une énergie électrique et je veux récupérer de la puissance acoustique. Donc c'est ça ce qui est utile. Donc le rendement, ça va être ça sur ça. Voilà. Donc on va conclure, on va dire que le transducteur, c'est quelque chose qui devient indispensable dans notre vie quotidienne. Donc ça touche la société. D'où j'ai dit déjà auparavant que ce sujet-là peut être utilisé cette année pour le thème du TPE. En effet, son fonctionnement simple repose essentiellement sur les principes électromécaniques, plus précisément les lois de Laplace et ses constitutions simples de fabricants ont conduit les grands fabricants à concentrer toutes leurs recherches sur l'électrodynamisme. Cet instrument a donc une grande importance, d'une part grâce à un rapport qualité-prix imbattable, parce que ça devient moins cher, d'une simplicité de fonctionnement et d'autre part grâce à l'arrivée de nouveaux supports audiovisuels nécessitant un nombre conséquent de travail. Merci de votre attention. Je vous incite à liker et à s'abonner à notre chaîne pour qu'on vous donne de notre mieux. À la fin, je vous donne la bibliographie qui a été utilisée pour faire cet exposé. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est indispensable dans un TPE. Donc la bibliographie, c'est quand même quelque chose qui est demandé dans les thèses et les mémoires, mais aussi dans les TPE. Merci et à la prochaine.